Bonjour à tous, bienvenue dans ce live avec Mister François Breton. Coucou François, Salut Mélane. comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, merci. Merci. Et toi? Bah écoute, ça va. J'ai pas hyper bien dormi. Je pense que ça secoue pas mal en ce moment, mais Hmm. ça va. Le moral est bon. Hier, ça devait être mon fameux événement des Guerriers Pacific Day et donc voilà, c'était journée d'acceptation de ce qui est hier. Bon, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bienvenue à tous. Alors, le thème d'aujourd'hui que nous allons voir avec François, donc c'est un thème original. Je vais vous raconter pourquoi on a choisi ce thème. Donc, au-delà de l'espèce humaine. Et j'ai envie de vous lire l'introduction que tu nous as proposée, qui va lancer un petit peu le thème. Donc, la conscience évolue et grandit, et l'être humain que nous connaissons n'est que l'esquisse d'une nouvelle conscience. Mais quel peut être ce nouvel humain? Du moins, comment pouvons-nous reconnaître les signes de sa croissance en nous? Donc, tout un programme. Et pourquoi j'ai proposé ce thème à François? Parce que il a fait un live il y a à peu près deux semaines sur une autre chaîne. Et justement, tu avais évoqué le fait que nous étions uniquement une esquisse de l'être humain et ça m'a interpellée. Et je me suis dit, je pense que en tout cas, j'aimerais bien développer ce thème-là avec toi parce que c'est à la fois quelque chose que je pressens, mais sans avoir forcément creusé ou m'être posé plus de questions que ça. Et du coup, je t'ai soumis le sujet. J'aurais voulu développer avec toi. Déjà, moi, la première chose qui me vient peut-être, c'est si on est une esquisse de l'être humain, alors peut-être déjà c'est quoi un être humain finalement, peut-être redéfinir l'être humain, pourquoi une esquisse et du coup c'est quoi l'humain dans sa version chef-d'œuvre finalement. Hmm. Donc déjà je t'ai posé les trois questions qui vont faire une heure. Bah écoute, j'en sais rien déjà. Je crois que non, enfin sincèrement, j'en sais rien. J'en sais rien. Et je pense que si quelqu'un avait la réponse à cette question, déjà la première que tu partages, c'est-à-dire qu'est-ce que l'être humain, je pense qu'on aurait des réponses à beaucoup de choses que l'on vit, hein. Simplement, tu sais, c'est toujours un peu la même chose, c'est que on connaît rien en fait de ce monde. On ne sait pas en fait véritablement ce qu'on fait là. On a une vision, on a des projections, on a des croyances, on a des expériences qui nous font, on va dire, tendre vers plus ou moins une vérité, une réalité intérieure ou des croyances intérieures. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que regarde par exemple, on ne sait pas ce que c'est que l'électricité. Personne ne sait ce que c'est que le feu véritablement, la nature même du feu. Sur plusieurs plans, en plus, ça a une nature différente. La chose, c'est que par contre, on a réussi, du moins la science actuelle, a réussi à s'en servir pour créer, on va dire, les lampes LED, le téléphone, les centrales nucléaires, la capacité d'envoyer des avions, de se servir, de créer un compteur, une maison, etc. Voilà. On a su s'en servir et on a une vision de ce qu'elle est capable de faire, des limites qu'on a au niveau de la science actuelle par rapport à ça. Mais personne n'a répondu véritablement ce que sont que les éléments et la nature des éléments. Eh ben, c'est un petit peu pareil. C'est qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on ne sait pas ce que l'on est. Mais par contre, on connaît nos limites. On sait et on peut analyser et philosopher sur ce que l'on vit, sur les impasses à laquelle on est confronté et sur les questionnements en fait que l'on a qui parfois ont certaines réponses et parfois n'en ont pas. Et généralement, pour un aspirant, on va dire spirituel, un aspirant, en tout cas, je dis spirituel, mais en fait un aspirant simplement, on pourrait dire ça comme ça. La question primordiale qui se pose, c'est qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tout ça, ça a vraiment un sens? Et bien qu'il n'aura peut-être pas la réponse en fait à cette question, il aura peut-être malgré tout une réponse à une atmosphère dans laquelle sa vie va lui donner un sens. Juste trouver un sens à sa vie. Rien que d'être heureux, ça peut être un sens. Trouver la joie, ça peut être un sens. Jouir de sa créativité, ça peut être un sens. Et la connaissance, l'apprentissage peut être un sens. Mais fondamentalement, tu vois, on a toujours vu en fait que la spiritualité nous amenait toujours plus loin et toujours plus profondément que simplement nos actions de surface. Et, et en fait,
La première question donc qu'on pourrait se poser par rapport à ce que tu dis, bien que j'en sache absolument rien, c'est de se poser la question effectivement, si on se pose la question de qui est l'être humain, c'est de se poser la question dans ce cas-là de qu'est-ce qu'un animal, qu'est-ce que la terre, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la conscience en fait, qu'est-ce que des pensées, qu'est-ce que des émotions. On est obligé d'aller à la racine des choses, de ce qui conditionne et de ce qui crée un être humain pour essayer de comprendre dans son ensemble ce que c'est. C'est comme si je disais qui est Mélane. Tu vois, Mélane, c'est un ensemble de choses bien plus complexes que juste une personnalité, un jeu ou un ego ou une apparence ou une youtubeuse ou une formatrice ou tu vois, derrière il y a un corps émotionnel, il y a une âme, il y a une conscience, il y a différentes personnalités mentales. Donc dans ce cas-là, on a tendance à dire rapidement Mélane, qui englobe très vite fait la vision que l'on a un peu confuse en fait de ce que tu représentes pour chacun et extrêmement limitée de ce fait. Et c'est pareil quand on dit l'humain, de ce fait, on dit juste l'humain, mais en fait on ne prend pas en compte de ce qu'il peut représenter, de ce qu'il peut être en tout cas aujourd'hui et de ce il se pourrait représenter plus tard, parce que le monde est en évolution. Bon, en tout cas, Françoise sait qui tu es, dit tu es un ange. Merci. Ouais, je crois pas, mais en tout cas, tout dépend de la vision qu'on a de l'ange, et la vision que l'on a. Alors, j'entends ce que tu dis, et en même temps, si tu dis qu'on n'est que l'esquisse de l'être humain, c'est que tu as quand même une idée de quoi tu parles, du coup. C'est que tu as bien une idée, une définition de l'humain, si tu estimes qu'on n'est qu'une esquisse. Et, alors oui et non. J'ai une vision simplement parce que j'ai une vision de ce qui est antérieur à l'humain. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde le processus d'évolution, on se rend bien compte qu'il y a différents règnes, en fait. Que sur chaque plan des éléments sur cette terre, ont poussé des consciences petit à petit. Du règne minéral au règne végétal. Tu vois, on a quand même un règne végétal qui est assez dur quand même, qui est cette roche, qui est statique, inconscient, on va dire vraiment dans la matière, qui représente la matière dans sa dureté la plus subconsciente. Et naturellement, dans l'évolution, le minéral se ramollit doucement pour tranquillement commencer à donner un végétal. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quand même une racine qui se crée, qui va commencer à descendre, à aller piocher, on va dire, de la nourriture. C'est comme si, en fait, le minéral allait se nourrir de lui-même, quelque part, pour naturellement commencer à faire fleurir quelque chose de plus grand et de plus haut. Et on a ce végétal qui apparaît. Et ce végétal qui pousse et qui a une partie aérienne et une partie souterraine, amène naturellement d'un seul coup, par sa puissance et sa vitalité, à sortir de la terre et à commencer en fait à marcher et à donner en fait l'animal. Donc on a quelque chose qui d'un seul coup s'extrait de l'élémentaire pour commencer, on va dire vraiment, à aller explorer en fait la partie de surface de la terre, la partie aérienne, par des oiseaux, des mouches, des insectes, quelque chose qui s'élève petit à petit. Et de la même manière, dans cette chose qui s'élève, on a un autre être et un autre règne qui est donc l'être humain, du moins qu'on a appelé l'être humain, qui est de nouveau un règne qui est toujours le règne animal, quelque part, mais qui a fait pousser quelque part une conscience, un ego, une conscience mentale capable d'une intelligence, d'une souplesse quelque part et de possibilités qui n'existent pas en fait dans le règne animal. Et en fait, on a toujours une vision très limitée des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 300 ans, on va dire, les gens ils rigoleront de voir cette installation avec ce petit iPhone, avec ce trépied, ce machin, ce truc, de voir nos voitures qui font énormément de bruit, où on rentre comme ça dans de la carrosserie métal, à faire marcher, etc. Tu vois, et pour nous, on est déjà à la pointe de la technologie. Quand on voit une dernière Lamborghini ou une Ferrari ou les nouvelles choses, on est à la pointe d'une technologie automobile, par exemple, comme numérique, en fait, quand on regarde nos ordis. Mais si tu te souviens, moi j'ai fait partie de l'ère du Minitel, de l'ère de Canal+, et M6 Crypté, dans lequel on n'avait que 3 chaînes, en fait. Et on rigolait à l'époque quand on parlait d'Internet, on savait pas trop ce que c'était un truc d'agent secret, de service secret quand on nous parlait de ça. On savait même pas comment on allait pouvoir avoir accès à ça. Et très rapidement, il y a eu une évolution en fait de l'ère du numérique, une évolution de la communication. Et en fait, ce qu'on n'imagine pas en fait, c'est que de la même manière, la spiritualité telle qu'on la connaît, la conscience humaine et l'évolution de la conscience telle qu'on la connaît est encore à un stade qui est encore peu mature par rapport à ce qui nous attend en fait dans les prochaines années.
Et hein? Et qu'est-ce qui nous attend? Et j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai une vision un petit peu par rapport aux expériences et je peux parler de ce que je vis moi et de ce qui se passe, bien sûr. Mais fondamentalement, tu vois, on a tendance à prendre des références toujours comme le comment dire le bouddhisme, on prend le zen, on parle de certaines religions, on va parler de certaines traditions, quelles qu'elles soient, hein, non duel et autres, hein. Et les aspirants et les cheminants ont toujours l'impression, hein, que à un moment il y a quelque chose qui est fini, tu vois, et qu'il y a quelque chose qui se termine en fait, dans le sens où à un moment il va y avoir une libération spirituelle, à un moment on va atteindre un état de permanence, à un moment la conscience va faire que on est dans quelque chose qui est fini, comme si tous les maîtres en fait anciens et tous les maîtres spirituels et tous les cheminants et les aspirants des temps anciens, comme le Bouddha ou d'autres avatars, avaient enfin réalisé quelque chose qui était en fait une permanence, c'était enfin fini, il n'y avait plus d'évolution, il n'y avait plus de choses. L'être humain est arrivé à un stade de maturation, de floraison intérieure, qui faisait que maintenant il avait réalisé sa pleine conscience et c'était fini pour lui. Hein? Mais Qu'est-ce que c'est qu'un avatar pour les personnes, peut-être juste? un avatar, c'est une grande question. Mais si on reprend l'étymologie d'avatar, ça veut dire, en sanskrit, c'est avatara, ça veut dire descente divine, incarnation divine, de descente du divin. Donc quand on parle d'avatar, en quelque sorte, chaque humain est déjà un avatar, dans le sens où on est tous une graine du divin qui s'est manifestée en fait vraiment dans la création manifestée, hein, terrestre. Mais en même temps, quand on utilise le mot avatar, c'est généralement des maîtres, des consciences plus réalisées, plus matures quelque part, qui sont venus en tout cas pour élever, on va dire, aider et on va dire enrichir la connaissance des autres. Et est-ce que du coup, nous, en tant que... Tu me dis hein, si je pars dans tous les sens, mais est-ce que nous, en tant qu'être humain, en tout cas moi par rapport à là où j'en suis, est-ce que du coup, notre chemin, notre évolution, c'est de devenir, entre guillemets, hein, je vais parler avec mes mots, d'atteindre le stade des avatars? Est-ce que c'est le prochain palier déjà peut-être déjà pour moi ou pas en fait? Ou finalement tu parles d'autre chose quand on parle au-delà de l'espèce humaine et de notre évolution au niveau de la conscience? Est-ce qu'on est amené à atteindre ce niveau-là? Parce que moi, j'ai pas encore atteint l'état de Bouddha, par exemple, cet état d'éveil. Et donc, est-ce qu'on est amené finalement à franchir des stades, des paliers ou pas? Ou en fait, c'est autre chose? C'est autre chose. C'est autre chose. En fait, c'est quelque chose de parallèle, mais c'est autre chose. En fait, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que quand je parle d'évolution, je parle d'évolution manifestée, je parle d'évolution dans la matière. C'est-à-dire que on s'imagine en fait que l'être humain tel qu'on le connaît, est le dernier échelon en fait de la conscience et des règnes, alors que l'être humain en tant que lui-même, en tant qu'être de chair, est en évolution. C'est-à-dire que la conscience même d'un être humain en je sais pas, sans doute, je parle général, hein, je parle pas des grands maîtres et des grandes floraisons intérieures qui ont eu lieu il y a même 12 ou 10 000 ans, hein, 10 000 ans, hein, on le sait, il y a eu des grands êtres qui sont venus sur cette terre. Mais je parle en règle générale, la conscience en l'an 1000 ou en l'an 800 des êtres humains, au niveau de la conscience même mentale et des possibilités conscientielles, n'était pas la même que celle des êtres humains de maintenant. Et on voit bien que les bébés qui arrivent aussi aujourd'hui maintenant, les expériences que l'on a des enfants, la conscience d'un bébé, sa souplesse, sa conscience, sa compréhension même mentale des choses, même sensitive, n'est pas la même, a priori en tout cas, hein, que, comme le disent les grands-mères, souvent les anciens, que les nouveaux enfants en fait de maintenant. J'ai même une sage-femme en fait qui me partageait il y a pas longtemps qu'elle trouvait même que les bébés étaient beaucoup moins fripés. Qu'en fait, avant, quand elle commençait, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle fait ça, elle s'est rendue compte que maintenant, les enfants étaient moins violets, toujours un peu violets et bleus, mais qui avaient beaucoup moins fripé, et que les enfants, au début, avant, en fait, à ses premiers accouchements, ils étaient tous complètement fripés. Et c'est comme si il y avait
même une évolution aussi, autre que de la conscience en fait des nouveaux enfants maintenant. Il y avait même une évolution un petit peu même de la constitution physique. Et en fait, si j'en viens à parler de ça, c'est parce que comme le minéral est passé au végétal, comme le végétal est passé à l'animal, et comme l'animal est passé à l'être humain va passer à un autre stade, et en phase, et commence naturellement, en fait, dans ce processus de transition qu'il est, comme l'animal est un processus de transition et le végétal aussi, il y a un processus cellulaire, un processus conscientiel, qui fait que l'être humain devient de plus en plus conscient. Et en devenant de plus en plus conscient, et en se rapprochant de plus en plus du cœur de ce qu'il est, divinement, naturellement, il infuse une lumière et des qualités qui le transforment. Et cette transformation va amener petit à petit et amène naturellement des êtres de plus en plus conscients qui vont avoir des possibilités qui ne seront pas les mêmes que celles que l'on a ou que j'ai ou que tu as aujourd'hui. Hein? Ça veut dire quoi? Je pose vraiment des questions peut-être basiques, en tout cas pour toi, mais ça veut dire quoi de plus en plus conscient, concrètement? Conscient de quoi? Quand on parle d'évolution de conscience, d'être de plus en plus conscient, on parle de quoi? Bah, on parle de conscience de nous-mêmes. Non, ouais. Bah, quand on parle de conscience, on parle de quelque chose d'extrêmement simple, en fait. Tu vois? Aujourd'hui, par exemple, le fait que on pollue nos nappes d'eau, qu'on est en train de foutre en l'air les nappes phréatiques, l'eau qu'il y a sur la planète et qu'on est en train de détruire la planète, vitesse grand V, pour de l'argent, pour un pouvoir économique, etc., qui bénéficie qu'à même pas 1% réellement de la population mondiale, c'est de l'inconscience. Ce n'est pas de la conscience. Hein. Donc, la conscience, c'est quelque chose de simple. C'est la capacité naturelle de se regarder et de commencer à percevoir avec toute transparence et toute évidence en fait les problématiques qui sont présentes et d'en révéler, on va dire, un changement évident en fait dans notre conscience. C'est-à-dire que quand quelqu'un devient de plus en plus conscient, il commence à atteindre quelque part et à révéler des espaces de lui qui lui permettent enfin de pouvoir agir naturellement vers le sens de l'évolution d'un mieux, d'un meilleur et dans le sens d'une évolution du vivant. Mais en même temps que ça se fait par la conscience mentale, une vision assez claire en fait des choses, il y a en même temps l'essence énergétique, c'est-à-dire les capacités subtiles qui s'ouvrent et la possibilité pour une personne, par exemple, de commencer à voir plus clairement les champs de conscience qui environnent les objets, les gens, à avoir une hypersensibilité de plus en plus évidente sur ce qu'il vit, sur ce qu'il vibre, sur ce que les autres vibrent, sur ce que les lieux vibrent, à avoir une clairsentence évidente sur le décalage vibratoire de ce qui l'environne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette évolution de conscience, c'est un rayonnement quelque part de la perception qui fait que naturellement l'être devient conscient de ce qu'il est. Et en devenant conscient de ce qu'il est, il y a des erreurs qu'il ne fait plus, ou qu'il ne veut plus faire, ou qu'il ne peut plus faire naturellement. Tu sais, un petit peu comme quand, à un moment, tu as pris conscience d'une problématique, et tu peux plus faire ça. Tu sais que tu peux plus t'énerver comme ça, tu peux plus faire n'importe quoi, tu peux pas insulter quelqu'un comme ça. Il y a quelque chose en toi qui se fissure, presque se fracture en toi dès que tu sens que tu t'empoisonnes trop. Il y a une énergie qui est trop décalée et qu'il y a quelque chose, et c'est l'inconscience qui fait que c'est insupportable de générer ça en nous. Tu vois? Donc en fait, c'est un petit peu ça, en fait, la conscience, c'est juste un espace de lumière qui ne supporte plus l'espace de non-clarté puisqu'elle l'éclaire, en fait, naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça aussi je pose toutes ces questions-là parce que, en fait, on a tous notre propre définition, notre propre compréhension, notre propre expérience de l'amour, le divin, la conscience. Mais du coup, voilà, je te pose les questions pour savoir toi, quelle est ta définition, comment tu le définis pour que, d'une certaine façon, on parte qu'on parle de la même chose. Et, euh, et je trouve ça intéressant d'avoir toi ton regard. En tout cas, je vois que en tout cas, c'est réactif dans le chat, dans les commentaires, merci. Et du coup, quand tu dis que la conscience de qui on est, au niveau de notre essence, en fait, c'est ça, si je comprends bien de ce que tu dis, c'est que notre évolution, en fait, on tend. Est-ce que, pour faire simple, est-ce que finalement la direction, enfin comment dire,
Notre évolution, c'est de nous rapprocher de la source, tout simplement. Vraiment de nous rapprocher de plus en plus de la source du divin. Parce que c'est ça qu'on est au fondamentalement. On est des celles de divin. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les choses vont toujours dans deux sens. C'est-à-dire que quand une plante prend la lumière et va vers la lumière, sa sève, elle redescend dans la terre. Quand nous, en fait, naturellement, on médite, il y a une énergie qui monte et il y a cette énergie qui redescend. Quand on fleurit des qualités en nous, on les manifeste dans la matière. Et bien en fait, il y a cette double processus de la même manière. C'est-à-dire que en même temps que nous grandissons et que nous allons vers la source de ce que nous sommes, cette source infuse en nous de la lumière, des qualités, des éclaircies lumineuses qui naturellement nous amènent à tendre à les manifester dans la matière, sur Terre, dans le monde manifesté dans lequel nous sommes. Et il y a toujours ce processus. Ce qui veut dire qu'en fait, notre but, et ça c'est vraiment une expérience, une constatation presque évidente, c'est que notre but n'est pas de nous extraire d'un monde matériel, d'un monde dense pour aller réaliser un espace dans lequel on serait libéré, mais au plus en plus profondément de toucher et d'aller nous fondre doucement en fait dans ce que nous sommes, dans cette lumière en fait dont nous sommes en fait la source individuelle et collective, et tranquillement pouvoir permettre à ce divin en nous, ce divin collectif, ce divin suprême et universel, de naturellement pouvoir, au fur et à mesure que nous prenons conscience de lui, que nous lui laissons l'espace en fait pour qu'il puisse pénétrer en tout cas notre conscience, de pouvoir nous transformer en fait, qu'il puisse en tout cas transformer sa propre création avec la joie, avec ces qualités lumineuses qui sont, on va dire, ce que nous connaissons, on va dire des qualités divines. Donc il y a toujours ce processus-là. Et c'est pour ça que pour les aspirants, c'est difficile. Parce qu'au fur et à mesure que les chercheurs rentrent en contact avec un espace de plus en plus lumineux, ils se retrouvent confrontés à leur ombre. Et beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas ce processus parce qu'ils se disent mince, ça fait des années. Plus je suis sensible, plus je trime, plus c'est difficile, moins je dors bien, moins je supporte les gens, plus aller dans les lieux c'est compliqué, etc., etc. Parce que la lumière révèle l'obscurité naturellement. Mais c'est un processus en fait qui nous amène naturellement, en tout cas, ce processus de transformation qu'on peut appeler cette spiritualisation quelque part de la matière, ce travail, on va dire, de labour quelque part de la conscience. Et chaque être conscient est le vecteur de cette transformation. C'est-à-dire que tous nous tous, on est les vers de terre, les petits vers de terre qui transformons et qui transformons la terre en fait. Donc, ce qui est important de comprendre en fait là-dedans, c'est que nous ne sommes pas là, et ça c'est mon expérience, nous ne sommes pas là pour nous libérer de cette densité, mais nous sommes là pour la transformer. Et quand on a compris ça... C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? La différence, c'est que si on cherche à s'en libérer, on est dans une recherche et une quête profonde qui, de toute façon, n'aura pas de fin. Et dans lequel la vie nous amènera et nous ramènera toujours à la manifestation et à la dureté quelque part aussi de ce monde terrestre. Donc on sera dans quelque chose qui va même presque nous amener, comme ça a été le cas dans des traditions très lointaines, et ça l'est encore aujourd'hui, plus orientales qu'occidentales, quoique, de s'extraire du monde, de s'extraire de la relation, de s'extraire simplement de l'horizontalité de l'être, pour tenter de vivre un absolu qui coupe et qui divise, en tout cas, la réalité de ce monde. Alors que le fait d'être dans le labour et dans le fait d'accepter, d'accueillir pleinement et de sentir que nous sommes cet organe de transformation, ce qui est complètement différent, nous amène à vivre le moment présent et à accepter de descendre profondément dans ce que nous sommes, dans notre humanité. Et d'accepter de vivre tous les espaces de nous, la verticalité, la profondeur, l'horizontalité et l'enracinement dans un quotidien qui est accueilli et accepté parce que nous savons que ce que nous avons à être, c'est être, en tout cas on peut avoir la joie de pouvoir être ça, c'est-à-dire de pouvoir être meilleur, plus sage, plus juste, plus vigilant, plus conscient, plus amoureux, plus acceptant, plus détendu aussi.
Et en fait, cette compréhension nous amène véritablement à être un véritable acteur en fait du changement. On n'est plus là à ne plus s'intéresser à rien, à dire oui, machin, nanana. Non, 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 non. On sait que notre rayonnement, notre conscience a une action en fait sur cette terre et que on ne peut pas faire autrement. Même quelqu'un qui s'extrait, quelqu'un qui n'en a rien à faire, il a un rayonnement de passivité et de gens foutistes qui a une action malgré tout sur les autres et ainsi de suite. On est tous les participants en fait d'un monde dans lequel nous vivons. Et mon expérience me montre que même si, entre parenthèses, la vie d'un être humain de 0 à 60 ans, à 80, même à 120 ans, sans doute dans quelques années, se terminera, l'âme, la conscience de cet être individuel va revenir, va réinfuser sa lumière de nouveau dans une manifestation, qu'elle soit terrestre, ce monde-là ou ailleurs, qu'importe. En tout cas, de nouveau, on est encore dans un processus d'évolution. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on ne se libérera pas, on ne se libérera même pas par la mort et la fin de cette vie physique. Ce processus est une évolution qui est infinie et qui va vers des sommets que je ne connais pas et qui sont infinis. Ça veut dire que un jour, l'être humain avec un grand H, cet être humain à laquelle qu'on aspire, qui aura un cœur et qui aura une lumière, sera aura la même différence entre le ver de terre et l'être humain d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, imagine-toi qu'aujourd'hui on est un ver de terre. Ah, tu te doutes bien si tu prends un ver de terre et tu commences à lui parler et lui demander de regarder une vidéo YouTube sur la métaphysique ou l'économie de... Voilà, tu te doutes bien qu'il ne peut pas comprendre. Il n'en est pas là au niveau de l'évolution de sa conscience, si je le dis comme ça. Eh bien, il faut s'imaginer qu'un jour, l'être humain de demain, possiblement dans je ne sais combien de strates et d'évolutions échelonnées, en tout cas de conscience, aura ce même ravin conscientiel entre le ver de terre et nous-mêmes. Et donc là, on pourra imaginer des sommets de conscience amoureux en relation avec le divin, dans des rivages de lumière pleinement conscients, dans le sens où il n'y aura pas, en tout cas, on peut imaginer que même la mort aujourd'hui, de la conscience et de la chair et du monde physique, peut-être, je dis bien peut-être, n'existera plus. Et ça, je dis pas ça dans 10 ans, dans 100 ans, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, l'évolution montre que la conscience physique change, la conscience même cellulaire se transforme, et le corps est capable de commencer à générer de la lumière, une conscience, la conscience du corps, une conscience cellulaire, corporelle et divine, qui va l'amener à un moment à être capable de se régénérer, à peut-être se transformer et à se guérir. Simplement, aujourd'hui, la conscience qui accompagne, c'est-à-dire les corps qui accompagnent la conscience corporelle, n'est pas suffisamment éclairée, n'est pas suffisamment lumineuse pour que le corps puisse être éduqué, puisse être lumineusement initié quelque part et ne puisse encore recevoir cette lumière des plans les plus profonds pour que la conscience corporelle puisse se transformer. Et c'est en ça que je dis qu'on est encore dans un processus de transformation qui va mettre encore un peu de temps, mais qui est presque une évidence en fait quand on regarde et on comprend ce processus. Et est-ce que, alors j'ai plein de questions là qui fusent, je vais essayer de les retrouver déjà. Une des questions qui me vient, c'est que est-ce que finalement, moi, en tout cas, le mot qui me vient quand je t'entends, c'est de plus en plus d'ouverture à la lumière, d'une certaine façon, mais du coup aussi à l'obscurité, parce qu'il y a le principe d'inversion dont tu parles souvent. Mais est-ce que du coup, ça veut dire finalement qu'on va d'une certaine façon, vers de moins en moins de souffrance? Si on s'ouvre, si on va vers plus de joie, plus d'amour et qu'on se rapproche du divin, est-ce que on va vers moins de souffrance d'une certaine façon ou pas? Bah écoute, des fois, tu sais, tout est toujours un processus d'harmonique, si tu veux, et de sphère. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas dépassé collectivement un certain état de conscience et une transformation qui doit être collective, le processus individuel de transformation nous amène presque à un effet contraire, c'est-à-dire à de plus en plus de souffrance. Et c'est en ça que généralement témoignent les maîtres qui, eux, touchent à des espaces de plus en plus lumineux individuellement et de ce fait, ils se retrouvent les premiers en tête de ligne capables, en étant aussi haut, à toucher par principe d'inversion la partie basse de l'humanité et de ce fait à se retrouver avec des prises de conscience, des souffrances, on va dire même parfois conscientielles, voire corporelles, qui sont plus fortes que ce qu'ils étaient en fait au début. Alors là, on est dans des exemples un peu particuliers,
Mais on va dire que si je réponds à ta question de manière collective, a priori, d'après certains maîtres, et d'après d'ailleurs l'expérience de Sri Aurobindo, oui, on irait vers quelque chose dans lequel le processus de dualité, à un moment, sera comme dépassé, pas dans le sens où il va s'évanouir comme ça, mais dans le sens où, comme une plante en fait en pot, mangerait toute la terre, à un moment, on aura épuisé, on aura transformé, on aura mangé quelque part et dissous tous les processus d'incompréhension et d'inconscience qui existent dans le processus duel ombrageux. Et quand on aura pompé en fait tout ça, à un moment, la conscience et les floraisons qu'auront eues pourront passer encore à un autre espace de conscience, à quelque chose d'autre dans lequel, a priori, le processus de dualité sera quelque chose de différent. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est par la souffrance, c'est par la difficulté que l'on grandit, c'est par la souffrance que l'on se positionne, c'est par la souffrance, généralement, les accidents de vie ou les incompréhensions, qui nous amènent à des changements et à des prises de position qui nous font aller sur un chemin de conscience. Et ça, on peut pas le nier, hein, c'est une réalité. A priori, peut-être plus tard, l'amour nourrira l'amour. La conscience nourrira la conscience. Ce sera plus l'inconscience qui nourrira la conscience, ce sera la conscience qui elle-même aura trouvé le chemin, la possibilité pour aller vers l'amour pour l'amour, et pas aller vers l'amour parce que nous souffrons d'un manque, d'une carence ou d'une difficulté dans lequel on sent que quand on y va, on est plus nourri et que quand on n'y est pas, on n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire un peu ? On sera dans un processus d'une dualité qui n'en sera pas une, mais qui sera un autre processus de circulation. Et j'allais te demander, est-ce qu'on est amené à, parce que dans ma compréhension d'aujourd'hui, à partir du moment où je suis incarnée dans un corps, je suis dans le monde de la dualité. Est-ce que, j'arrive même pas à le concevoir, mais est-ce que notre évolution, est-ce que dans notre évolution, on est amené à transcender la dualité pour vivre dans un état d'unité? Mais du coup, me vient l'image que si je vis plus dans le monde, enfin, s'il y a plus de dualité et que je suis dans l'unité, du coup, il y a plus de corps physique, il y a plus de matière. Du coup, je me transforme en arc-en-ciel. Eh bien, justement, non. C'est là, en fait, où justement je veux en venir. Et quand je parle de cette transformation, elle est matérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision de la matière, on a une vision de la conscience matérielle qui est, en fait, dans lequel on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution, on va dire. On pense que la matière, c'est quelque chose de très dense. Ok, mais la matière, c'est de l'énergie avant tout. Ce qui veut dire que cette énergie, en fait, elle est un mélange, de manière grossière, on va dire, entre de la supraconscience et de l'inconscience. Et cette polarité, en fait, ce grand plus et ce grand moins, on va dire quelque part, crée, on va dire quelque part, la densité de la matière. Et nous, ce que l'on est en même temps un corps physique incarné dans cette cristallisation qu'on appelle le monde physique, et on a des harmoniques vibratoires, rayonnements, qui sont les différents corps subtils, éthérique, vital, mental et les corps spirituels. Et on a aussi, par principe d'inversion, les autres corps qui sont, eux, baignés dans le principe d'inconscience. La partie négative, quelque part, ombrageuse, qui vont être les corps de subconscience vitale, mentale, inconscience vitale et mentale, et ainsi de suite. Donc en fait, on est un petit peu une sorte de batterie en plein milieu qui va devoir, on va dire, transformer ça. Ce qui veut dire que quelque part, bon, j'essaie de faire vraiment simple parce que c'est un sujet qui est vraiment complexe, hein. C'est pas évident à amener comme ça. Mais on va dire que naturellement, nous transformons en fait la Terre, nous transformons la matière. Et en fait, par la prise de conscience successive, par toutes les réalisations de tous les humains et de la conscience, chaque réalisation, chaque révélation, chaque chose que nous transformons, en fait, naturellement, amène naturellement à transformer nos corps. En transformant nos corps subtils, on transforme naturellement et on met cette information sur la Terre. On les met dans l'énergie des plans de conscience qui incarnent la matière physique que nous appelons en fait notre Terre, parce qu'elle est symbolisée là par une boule, hein, un atome énorme, hein, qui tourne, on va dire, vraiment dans l'univers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est que de l'énergie. Et cette énergie, elle se fait informer de plus en plus, on va dire, par toute cette conscience, etc. Et que là, je ne parle pas que la conscience humaine, hein, et d'un règne qui transforme, mais aussi par un règne d'une conscience planétaire, une conscience galactique. Et la Terre elle-même a son chemin spirituel et rentre dans des sphères qui la transforment. Et en fait, il faut bien comprendre qu'un jour, la matière n'aura pas cette vision aussi dense et aussi dure que celle que l'on imagine. Peut-être que le processus de gravité, on fera tomber un stylo et le stylo il tombera comme ça
dans quelques centaines d'années peut-être, et on n'aura plus cet effet de lourdeur, etc. Donc il est possible en fait que un processus de transformation accompagne ça au niveau physique et nous donne des êtres organiques dans lesquels les organes ne fonctionneront plus pareil. Tu vois, juste, je te donne un exemple, tu sais. Regarde à une époque qui était à l'époque où on avait beaucoup de saints, en tout cas on relatait en fait les expériences spirituelles par les grands maîtres et les saints, et ben on avait des êtres en fait qui ne mangeaient plus. Et les expériences qu'on a il y a quelques centaines d'années, outre les yogis de l'Himalaya ou autres orientales on peut ressasser quelques légendes qui existent, les personnes qui étaient capables de ne plus manger étaient des personnes qui avaient une vie spirituelle extrêmement profonde. Des Thérèse d'Avila, des personnes qui avaient comme ça, qui partaient dans le désert, qui vivaient des choses, etc. Des praniques, des réalisations praniques quelque part. Donc pour ceux qui connaissent pas, les praniques, c'est des gens qui se nourrissent de prana, qui n'ont plus besoin de manger, parfois même de boire. Et ce processus, en fait, amène en tout cas l'être, par certaines réalisations intérieures, à ne plus se nourrir de substances matérielles, mais d'être capable par un retroussement des organes, d'être capable d'absorber éthériquement et vitalement la substance énergétique, parce que les plantes sont des informations, elles capitalisent une information, cette information devient matérielle, le corps la prend, s'en nourrit, mais réinfuse ces informations. Là, c'est un processus dans lequel on squeeze un petit peu le filtre, en tout cas, du végétal ou de l'animal, pour ceux qui mangeraient de la viande. Donc on a un effet pranique en fait qui nous permet de prendre l'énergie dans l'air. C'est pas de l'énergie dans l'air, on prend pas de l'air en fait. On prend une fréquence, une information vibratoire. Et ben à une époque, c'était quelque chose qui était très rare. C'est vraiment des personnes qui avaient des vraies réalisations, une vraie pratique, qui expérimentaient et qui partageaient en fait ces expériences. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont praniques. Il y a même j'ai entendu il y a pas longtemps un article dans lequel ils expliquaient qu'il y avait des enfants qui naissaient praniques, qui ne voulaient pas de viande, qui voulaient peu de nourriture et qui se portaient très bien et les parents comprenaient. On a des gens, et je connais des personnes qui ne mangent plus depuis des années, et je connais des personnes qui eux-mêmes en fait n'ont pas de réalisation en tant que telle spirituelle que je qualifierais comme extraordinaire, dans le sens où il n'y a pas de réalisation qu'on peut qualifier, en tout cas dans un constat tel quel, d'une grande réalisation spirituelle. C'est celle qu'ils ont, je ne veux pas dire dénigrer quoi que ce soit, c'est juste pour donner un constat des choses, qu'ils ont une vie normale, avec une vision normale, avec encore des états de conscience normales, qui sont encore en quête, en chemin, en tout cas dans des pratiques, mais qui ne mangent plus. Alors, même s'il y a une qualité lumineuse différente, en tout cas dans la sphère aurique, on a maintenant des milliers de gens sur cette terre qui, parfois même des personnes normales qui ne sont même pas en chemin, qui deviennent praniques naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau en fait dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a, d'une manière assez évidente, une transformation de possibilités, en tout cas même d'absorption, de fonctionnement en tout cas des corps, qui se fait sans que les personnes aient fourré quelque part des espaces extraordinaires. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Ouais, là, parce que je vois, il y en a qui se moquent de moi avec ma question sur l'arc-en-ciel. Ouais. Mais ma question, elle est pas si débile, parce que, en tout cas, il y a une, tu en parlais notamment parce que moi je me forme avec toi, notamment de la spiritualisation de la matière. Est-ce que d'ailleurs tu pourrais en parler, parce que est-ce que la spiritualisation de la matière, est-ce que c'est finalement, moi j'ai l'image de chaque cellule de notre corps qui s'illumine comme des petites paillettes, je sais pas, ça me fait ça, comme ça, comme des petites bulles qui éclatent, mais de l'intérieur. Et c'est pour ça mais ma question elle est vraiment sérieuse, c'est que si on arrive à ce niveau-là de réalisation, j'ai l'impression que la matière disparaît, et du coup, parce qu'en tout cas, moi j'ai entendu dire que certains maîtres, notamment bouddhistes, à des degrés très très élevés de réalisation et de conscience, justement transcender la matière et se transformer vraiment en arc-en-ciel, en tout cas se détacher de la matière, transcender la matière. Et donc, parce que je suis pas sûre d'avoir compris du coup ta réponse par rapport à ma question, est-ce que spiritualiser la matière, est-ce que c'est la transcender, ou finalement ce que tu disais c'est non, au contraire, il y aura toujours de la matière mais elle va avoir une autre densité.
comprends mes questions ou pas? Ouais, en fait, il faut comprendre que pour travailler sur la matière, la qualité même de la matière, il faut que ce soit un processus qui soit collectif et non individuel. C'est-à-dire que si on pollue tous la planète, c'est pas une personne qui va polluer la planète. Même si on brûle du plastique tous les jours dans ton jardin et des pneus et tu mets de l'essence, machin, tu vas pas polluer la planète. Il faut qu'on soit des millions, en fait, pour que ce processus, à un moment, la planète soit vraiment polluée. Hein, c'est pas une personne tout seule qui va le faire. Donc, la chose, c'est que c'est la même chose à un certain niveau. C'est comme si, en fait, pendant longtemps, la Terre, la nature, la densité en fait des différents plans, même du plan vital et du plan mental, universel, ne vibrait pas assez haut pour que des êtres qui avaient même des états de conscience profonds soient capables de pouvoir se transformer en fait véritablement. À une époque, on parlait beaucoup de maîtres ascensionnés parce que les maîtres n'avaient pas d'autre choix et n'avaient pas d'autre possibilité pour une aspiration, une élévation, une évolution de leur conscience, de quitter quelque part ce monde terrestre parce que le corps lui-même n'avaient plus de sens par rapport en tout cas à leur aspiration à soutenir en tout cas cette lumière qui était présente. Donc de ce fait, il y avait des possibilités, ça c'est quand même assez connu, d'êtres qui sont capables de partir ou de quitter leur corps ou d'ascensionner dans d'autres espaces dans lesquels ils aspirent quelque part à continuer leur évolution sur d'autres plans de conscience. Simplement, là je parle d'un processus collectif. Je ne parle pas d'un processus individuel, parce que ce processus individuel, on a des traces déjà, il y a, à l'époque des grands maîtres, il y a 10 000 ans, il y a 12 000 ans, il y a 4 000 ans, 5 000 ans, on a énormément de gens qui individuellement se sont libérés d'une densité pour vivre et ascensionner dans d'autres espaces, mais là je parle d'un processus qui serait collectif, dans le sens où, quelque part, la matière collective en fait, se transforme. C'est-à-dire que tous les enfants qui vont arriver et tous les êtres qui vont s'incarner vont bénéficier de cette qualité différente en fait de conscience, vont naître avec des corps subtils qui vont être plus lumineux, plus ouverts, plus réceptifs. Donc on va avoir des enfants hypersensibles. On parle beaucoup d'hypersensibilité, mais en fait on se rend compte que ça devient de plus en plus la norme en fait, quelque part, puisque un être conscient est un être quelque part qui est hypersensible, puisque quelque part il développe et il se retrouve avec une réceptivité qui est considérée comme excédente par la norme, alors que ça n'a rien d'excédent, c'est juste un petit bouton volume sur une ouverture, en tout cas une sensibilité des différents corps, quel que soit l'espace dans lequel ça s'ouvre, mais on va en tout cas vers cette transformation. Mais tu vois, à une époque, en fait, j'étais quelqu'un qui méditait vraiment beaucoup. Je crois que je médite moins maintenant parce que sans doute il y a des choses qui ont été sans doute en tout cas réalisées, en tout cas, ou qui me demandent moins de pratiques actives, en tout cas pour que naturellement ça fasse grandir les espaces auxquels j'aspire. Mais je méditais beaucoup et j'étais passionné il y a de ça 15-20 ans par toutes les traditions. Et je ne trouvais pas de sens, en fait, à toutes ces techniques non-duelles. Enfin, c'est pas des techniques non-duelles, des postures non-duelles, etc. Parce que même s'il y avait une réalité, on parlait toujours de l'absolu, on parle du soi, de la pleine conscience, etc. On se référait toujours à un espace qui est permanent, un espace statique, lumineux, une présence, une béatitude présence potentielle de toute possibilité, mais dans lequel, quand on est dans cet espace, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de je, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de tout ça. Alors que, à un certain niveau, je suis OK pour ça. Cette partie non manifestée, elle existe, c'est une évidence. Et nous pouvons la réaliser. C'est généralement ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation du soi. OK, ça, c'est pas un souci. Mais cependant, même la réalisation du soi réalisé, ça n'empêche pas que le corps, il est encore là. Il est encore présent, la forme est encore existante. Mais simplement, et c'est là où c'est important peut-être par rapport à la question que tu poses, c'est que c'est pas nous qui décidons de spiritualiser quoi que ce soit. C'est pas un effort conscientiel individuel et volontaire. C'est un processus complètement universel et inconscient. C'est pas le minéral qui a décidé de devenir un être humain ou qui a décidé de devenir un végétal. C'est un processus universel naturel dans lequel la sève, elle pousse en bas et naturellement, en même temps, il y a la lumière et la réponse des plans divins. Et ce cosmotellurisme amène naturellement à faire fleurir, à faire grandir le végétal. Lui, il décide pas de fleurir ou de faire des plantes, des fleurs.
Il est naturellement attiré par la lumière et il en a absolument besoin pour pouvoir aller vers cette lumière. Il a besoin de prendre d'aller manger la terre, en tout cas pour ça. Et c'est comme nous, en fait, on a besoin d'expérience, en tout cas, pour aller être capable de les mettre à la lumière dans l'aspiration qui est plus forte que nous. On n'a pas le choix d'aspirer. Et tous les chercheurs qui sont là et qui nous écoutent, c'est pas un choix de leur part. Il y a des questionnements qui sont là, il faut que chacun y réponde. Et c'est ça qui amène en tout cas un chemin spirituel. Et il y a des gens des fois qui m'ont fait la réflexion, oui mais moi tu vois, ton truc ça me parle pas parce que je vois pas pourquoi on aurait à faire des pratiques pour spiritualiser la matière, c'est très égoïste, c'est de la prétention, t'imagines changer quelque chose. Non, il y a aucune prétention là-dedans. Moi j'ai pas demandé à avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quand j'avais 5 ans, j'ai pas demandé, je faisais pas des mantras pour mon corps pour qu'il grandisse et que je passe la puberté et que je vieillisse. Naturellement, le corps est devenu celui d'un homme sans que je le demande en fait, sans que je fasse quoi que ce soit. Et là, c'est la même chose en fait, c'est que naturellement, ma conscience et ta conscience et notre conscience va évoluer et va nous transformer aussi bien spirituellement que physiquement, matériellement en fait. Et c'est quelque part, non, il n'y a rien à faire. C'est un processus qui est automatique, mais qui s'accélère et qui va être accéléré par le fait simplement que nous travaillons et que nous ayons cette conscience, on va dire, chacun individuellement, parce que c'est nous qui permettons, et c'est notre travail intérieur qui permet à la conscience de se transformer, à la conscience collective et à tout ça de se transformer. Tu vois un petit peu là où je veux en venir ? Il y a plein de... Oui, ouais, merci beaucoup pour ces réponses. Je vois qu'il y a... Merci aussi pour vos retours, vos commentaires. Est-ce que tu as envie d'ajouter... Enfin, j'avais d'autres questions, mais là, qui sont parties parce que je suis aussi concentrée sur ce que tu dis. Et donc, du coup, elles reviendront plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi à partager par rapport à... Enfin, moi, je trouve ça assez... interpellant parce que, en fait, je trouve déstabilisant à la fois de dire, et je comprends, enfin, je veux dire, sur un certain plan, je comprends ce que tu dis quand tu dis que finalement, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à faire, c'est en train de se faire, qu'on le veuille ou pas, ça se fait. Mais du coup, alors pourquoi on fait toutes ces pratiques ? Bah, c'est ce que je dis, mais c'est ce que je disais, c'est que tu n'as pas le choix. Donc en fait, c'est l'aspiration de mon âme, en fait, finalement, quand je viens à tes stages, quand je médite, quand je fais des pratiques, ce que tu dis, c'est que c'est plus fort que moi. En fait, je l'ai pas choisi, je le choisis pas. Bah, en même temps, dans la matière, tu choisis puisque tu agis et tu as cette personnalité qui prend des décisions et qui fait les choses, bien sûr. Mais il y a une partie de toi qui aspire à grandir. Il y a une partie de toi qui te pousse pour évoluer, pour forer dans ta conscience. Les parties d'inconscience pourront révéler en tout cas la conscience. Et c'est là que t'as pas le choix. Parce que c'est comme si on disait à des personnes mais pourquoi j'aime les gens, pourquoi j'ai besoin d'être en relation ? Ok, eh ben restez chez vous. Ne faites plus de pratique, ne rentrez plus en relation, restez dans votre chambre. Ils vont souffrir. Ça va être tellement insupportable d'être tout seul dans sa chambre en éteignant le téléphone et en restant tout seul qu'à un moment, il y a quelque chose de plus fort qui va vouloir rentrer en relation, qui va vouloir sortir, qui va leur prendre le soleil, la lumière, se nourrir en tout cas de ce qui existe. Ça va être plus fort. Une personne n'aura le choix en fait. Il y a quelque chose qui va pousser à un moment les gens à aimer, à être dans la relation, etc. Et ben à un niveau, c'est la même chose. C'est-à-dire quand un aspirant devient un chercheur spirituel, quelque part, c'est pas lui qui l'a cherché. Il est simplement en train d'essayer, dans le mieux possible, adroitement ou maladroitement, d'essayer de répondre à des questions divines quelque part, qui poussent en lui. Il cherche à répondre en tout cas à ça. C'est comme si le divin poussait un questionnement profond et nous, notre personnalité tentait d'y répondre, simplement. Tu vois ? Donc c'est un petit peu comme si la lumière en nous voulait s'unir à la lumière universelle. Le divin individuel veut s'unir au divin collectif. Et nous, on n'a pas le choix. Un chercheur, il n'a pas le choix. Et quand tu te poses des questions, même philosophiques sur la vie, tu te poses devant la conscience et un enfant se gratte la tête en se disant qu'est-ce que je suis, qui cherche à connaître et à vouloir. En fait, il n'a pas le choix. Si on lui dit à un enfant, mais arrête de te poser les questions, ça sert à rien et tout ça, cherche pas à comprendre. Il y a quelque chose en lui qui va chercher à comprendre. Il prendra ce qu'il prendra, mais tu ne pourras pas l'empêcher de chercher à comprendre. Le corps mental va vouloir fourrer la connaissance. Et ben, de la même manière, notre cœur veut révéler
le divin en nous. Et ça, naturellement, on va être attiré vers un maître, on va être attiré vers quelqu'un, vers un guide, vers un ami spirituel, vers des expériences de vie parfois dures, parce que tout le monde n'a pas des maîtres spirituels, hein, et bien heureusement. Hein. Il y a des personnes qui vont trouver leur maître dans des expériences qui sont dures, dans des expériences de vie dans lesquelles ils vont se confronter parfois. Je regardais la dernière fois, là, je tombais sur des vidéos de personnes qui risquent leur vie à chaque fois qu'ils sautent d'avions comme ça sans parachute, hein, et ils se font donner un parachute par quelqu'un, d'autres qui sautent de montagne avec des trucs qui frôlent les trucs, etc. Eux, ils vont chercher la valeur de leur vie, un questionnement, un moment présent, une intensité en fait de ce qu'ils sont dans cette intensité dans laquelle ils risquent leur vie à chaque seconde. C'est ce qui les nourrit, ça met en lumière en fait une puissance, une intensité qui fait que ils arrivent à se poser des questions, ils arrivent à profiter, ils arrivent à trouver quelque chose, un sens en fait à ce qu'ils sont. Chacun va faire les choses. Un chercheur, lui, un aspirant, ne va plus chercher, on va dire, cette recherche dans une intensité vitale, une intensité de recherche et de limites physiques, mais il va les rechercher dans une limite intérieure, une compréhension dans laquelle il ne va plus se satisfaire d'un je, d'un moi, d'un François ou d'une Mélane, ça lui suffira plus. Il sera frustré en fait de se dire mais je suis pas ça, c'est pas possible que je suis ça. Je suis autre chose, je vois bien que je suis pas ça. Il y a quelque chose en moi qui souffre de m'identifier à ça. À chaque fois que je me regarde, je m'aime pas. Il y a quelque chose qui m'énerve de plus en plus. Rien de me voir le matin, ça m'énerve. C'est le truc, tu te supportes plus. Et ben à un moment, c'est juste qu'il y a une lumière qui éclaire ce qui ne va pas, qui révèle une inconscience, une construction en fait qui a été faite, qui est devenue ce qu'on appelle un ego ou une personnalité, et il y a quelque chose de plus fort que nous qui tente de s'extraire de ça, qui tente de le comprendre. Et c'est en ça que je dis qu'on n'a pas le choix. Tu vois où je veux en venir? En tout cas, ça me fait penser à... Enfin, peut-être que ça n'a pas de lien, mais en tout cas, là, quand je t'entends, moi, ça me fait penser à il y a quelques semaines maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un espèce de rejet total de moi-même. Mais un truc qui m'a complètement bouleversée, même là, je suis émue rien que d'en parler, mais vraiment un stade où je me détestais. Mais tout. C'est comme si je valais plus rien, en fait. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'il y a une partie de moi qui sait que, enfin, je veux dire, enfin, intellectuellement, en tout cas, que je suis plutôt une bonne personne, tout ça, mais c'est comme si, comme ce que t'expliquais aussi tout à l'heure, c'est plus enfin, moi, j'ai dit monter ou descendre, peu importe, parce que, enfin, en tout cas, plus j'aspire et plus j'augmente ma lumière intérieure, et plus aussi je vais aussi augmenter la lumière sur mes ombres, et je suis arrivée enfin, c'était vraiment étrange comme sensation d'arriver à ce stade de détestation de soi-même, quoi. Et c'était assez troublant parce que j'ai pas compris ce qui se passait et je me dégoûtais, et c'était et d'un côté, j'ai laissé faire. Donc, j'ai pleuré ce que je devais pleurer. Ça a duré des heures. Et puis après, c'est passé. Mais je me suis dit, en tout cas, peut-être que c'est bon signe, finalement, parce que ça veut dire qu'en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre et il y a des espaces que je peux voir aujourd'hui en moi que j'étais pas capable de voir avant, en fait, parce que j'avais une vision étriquée. Et comme là, je suis en train d'ouvrir, j'accède à des espaces de moi peut-être que je reniais totalement. Mais ouais, c'est particulier. En tout cas, voilà, quand je t'écoute par rapport à l'évolution et tout, moi, ça me renvoie à cette expérience-là que j'ai eue il y a quelques semaines, quoi. Et alors oui, c'est extrêmement bon signe. Toutes les périodes de transition dans lesquelles on en a ras-le-bol de la spiritualité, on supporte plus les enseignants, on supporte plus les guides, les maîtres, on supporte plus rien. On trouve que c'est vraiment de la merde, quoi. Les gens, on se demande pourquoi ils cherchent, machin. On ne se supporte plus soi. Les périodes aussi où on ne se supporte plus soi, etc., sont extrêmement bons signes. C'est toujours des espaces dans lesquels il y a une mue intérieure, dans lequel on va enfin décaloter, on va enfin arracher tout ce qui nous sépare, en fait, du moment présent et tout ce qui nous sépare de nous. Tu sais, la lumière éclaire la forme. S'il y a énormément d'objets qui sont déformes dans une pièce et on est dans le noir, on les voit pas. Mais si on allume cette lumière naturellement, la forme s'éclaire.
Mais si la forme, c'est un objet mal foutu, mal dégrossi, qui a une forme complètement disharmonique, eh ben forcément, on peut avoir un sentiment désagréable ou un dégoût pour cette forme-là. Hein, et ben c'est un petit peu ce qui se passe des fois quand on éclaire en fait des choses profondes en nous et on a cet amas de formes mal constituées qui constituent des fois notre personnalité sur lequel on s'est construit, dans lequel on a tellement l'impression que c'est faux, on a tellement l'impression que ça met en lumière, on va dire, tous les traumatismes, les blessures sur lesquelles on s'est construit, qu'il y a quelque chose en nous qui supporte plus de voir ça, parce qu'on se le coltine depuis des années, depuis suffisamment longtemps, et là d'un seul coup il y a comme une intensité lumineuse qui met en lumière cette forme-là, et il y a tellement de choses qu'on a mis dans le placard, sous le paillasson, etc., que d'un seul coup de voir ça, il y a quelque chose en nous qui est comme une répulsion, etc., qui est justement en fait, qui est né du contraste en tout cas entre cette pleine conscience qui n'est pas ce que nous sommes et qui a quelque chose de parfait, de très lumineux en fait, hein, d'assez extraordinaire, et cette forme matérielle, un peu inconsciente, subconsciente, plein de traumatismes et de blessures, un ego mal dégrossi, qui est d'un seul coup mis en lumière, comme d'un seul coup, il sort, vraiment on l'éclaire. Et il y a des périodes comme ça où ça peut arriver, heureusement que c'est pas tout le temps, hein, mais c'est très très bon signe. C'est le fait qu'il y a vraiment des espaces de forage qui se font. Et tu sais, quand la lumière elle pénètre dans notre corps, elle pénètre pas pour pénétrer de manière permanente. Comme toute chose, elle pénètre naturellement par des va et des viens qui sont très fluctuants, de manière à ce que le corps en fait s'habitue. C'est comme une douleur ou une rage de dents, tu sais, ou une douleur qu'on a quand on a mal. On n'a pas mal tout le temps. On a des pics et après, des fois, on n'a plus du tout mal. Et après, ça revient comme quelque chose de lancinant, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait pas supporter, en tout cas, une douleur qui était, on va dire, permanente. Mais il y avait naturellement une fluctuation, en tout cas, de la douleur qui faisait que le corps devait s'habituer, où il y avait un processus qui faisait qu'il y avait de temps en temps le bouton moins, le bouton plus. Tu vois un peu ce que je veux dire? Hein? Donc, il y a vraiment un processus comme ça par rapport à ça. Mais tu vois, pour te dire la chose à un autre niveau, beaucoup de gens, en tout cas, ont une vision très négative de l'ego. Et beaucoup de gens imaginent, en fait, que l'ego, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... c'est l'ennemi à abattre. Ouais, il y a vraiment des gens qui sont là, comment briser l'ego, comment patati dalala, etc., etc. Quelque chose de très violent, en fait. Hein. Et c'est ne pas avoir compris, en fait, le processus, et c'est pas forcément de ne pas avoir compris, en tout cas, la nature quelque part de sa constitution, de ce qu'elle est en fait, de ce qu'il est véritablement et de l'outil en fait qu'il est. Et en fait, on ne réalise pas que l'ego c'est un processus d'individualisation. C'est le premier processus qui va nous permettre d'être un individu, de constituer en fait une unicité, en fait une individualité qui va pouvoir ensuite se dissoudre. Et elle aura construit, tu vois, c'est comme une graine, c'est comme quelque chose qui va construire, qui a l'air mal dégrossi, mais au centre de cet ego, ce sera construit naturellement une perle dans laquelle nous ne pourrons plus nous perdre ensuite, hein, dans les espaces de plus en plus lumineux quand nous allons tranquillement commencer à descendre dans un espace divin. Nous n'allons pas perdre notre individualité. Elle aura été construite grâce à ce processus d'individualité qui sera l'ego et le je, dont l'ego est ensemble d'une construction, on va dire, émotionnelle, mentale, de différentes personnalités, etc. En tout cas, le je, hein, je parle d'ego mental, hein, pas de l'ego vital, de l'ego mental. Donc, en fait, il a vraiment une importance capitale, en fait, cet ego. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui vont et qui tendent en tout cas à cette recherche et à cette aspiration doivent porter une attention particulière à l'ego, pas dans le sens de vouloir le détruire et le dissoudre, mais dans le sens de l'accueillir profondément, de le comprendre en fait, de s'accueillir avec ça et de permettre à cette lumière et à ces réalisations de le démanteler tranquillement, les processus d'incompréhension qui existent dedans. Autrement, on se retrouve face à un déni et l'ego devient plus fort parce qu'il se protège, il se constitue et il récupère la lumière des autres espaces lumineux. Et c'est pas rare d'avoir dans les histoires des enseignants ou des maîtres qui, quand ils sont dans la présence, ils sont extrêmement tranquilles, ils sont la béatitude personnifiée, mais dès qu'ils reviennent dans la personnalité, c'est des colériques, des maniaques, des gens exécrables en fait, dans lesquels presque on se demande comment ça se fait qu'il y a un contraste comme ça. Ça naît de la division en tout cas entre les espaces de la présence et l'ego qui a été littéralement coupé, tu vois, par un déni et par une dureté, une certaine violence en fait de retrait et de scission. Tu vois ce que je veux dire, hein?
Ouais, alors il y a juste, est-ce que tu peux préciser, il y a une question, c'est quoi l'ego vital versus l'ego mental? Ouais, alors ce sera la dernière question parce que je vois qu'il y a l'heure qui est passée, mais ouais, mais même cette question, elle est trop grande. Je vais pas la. Ouais, ouais. Je crois que j'en parle dans certaines vidéos et puis on pourra en reparler en fait dans d'autres parce que c'est une longue en fait question si je veux y répondre de manière vraiment juste en tout cas pour moi, hein, parce que j'ai pas envie de bâcler des choses comme ça. Je sais pas. Donc voilà. Hmm. En tout cas, par rapport à ce que tu dis à l'ego, en tout cas, moi, c'est mon expérience. En tout cas, c'est ce que je suis en train de vivre et par rapport à ce que je viens de partager. Moi, ce que ça m'a amené à comprendre, c'est que j'étais aussi ça. Finalement, toutes les facettes que je déteste chez moi, qu'on peut qualifier d'ego, entre autres, parce qu'il y a aussi du bon, hein, mais, euh, mais c'était de dire, voilà, je suis aussi ça, et peut-être que ces facettes-là de moi, en tout cas aujourd'hui, je peux pas m'en débarrasser juste par la volonté du mental, et que ben, j'ai aussi ça en moi. Et donc, ça m'a permis finalement d'être dans un espace. Enfin, je suis obligée, en fait, ça m'a obligée d'aller dans un espace beaucoup plus vaste d'accueil finalement de toutes mes facettes et de voir que, bah, voilà, pour faire une métaphore simple, je suis ombre et lumière. Et que souvent, et moi, ça a été mon chemin, entre guillemets, de faire l'erreur, d'aspirer toujours à la lumière. Et pour moi, la lumière, c'était la perfection. Mais en fait, non. En fait, aujourd'hui, ce que je suis en train de réaliser, c'est que je suis autant une belle personne que peut-être que la pire des créatures, que j'ai le pire, j'ai le meilleur en moi, mais j'ai aussi le pire. En tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est que j'arrive pas à transcender le pire, c'est juste qu'aujourd'hui, j'en suis je reconnais que j'ai aussi le pire en moi. Et ça fait mal. mais, et en même temps, sur un certain plan, je me dis, bah, j'ai pas le choix que de l'accepter, en fait, aujourd'hui. Hmm. Bah ouais, mais oui, de toute façon, t'as pas le choix. En fait, le processus d'évolution, bah, de toute façon, faut réaliser que nous ne sommes qu'une seule conscience, qu'un seul être. Nous avons tout en nous et nous avons chacun, en fait, en chacun. Et les émotions, la colère, la tristesse, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, tu vois. On n'a pas la prétention d'avoir inventé l'amour ou la tristesse ou la colère. C'est quelque chose que nous partageons, en tout cas. On est à l'image de chacun. Donc, en fait, c'est en ça qu'il n'y a pas de problème, en fait, à accueillir ce qui est. Dans le sens où tu comprends que t'as rien inventé et que t'es pas le détenteur ou le créateur de quoi que ce soit. Et ça permet de se détendre vraiment dans ce qui est. Hmm. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour toutes les personnes qui nous regardent, un message important pour toi, peut-être quelque chose, le message à retenir, s'il y avait une seule chose à retenir ou d'important pour toi à partager là, terminé. Bah, je pense que s'il y avait un seul message ou une seule chose que je voudrais dire, c'est que euh, apprenons à nous nourrir de belles choses, hein, et apprenons à avoir véritablement confiance. Parce que même si nous vivons en fait des périodes qui parfois peuvent paraître troubles, elles ne sont que la conséquence d'une lumière présente qui les révèle. Donc tout simplement, apprenons juste à avoir confiance et prenons le temps d'apprendre à nous nourrir de ce qui nous fait grandir et de ce qui nous nourrit. Autrement, nous empoisonnons notre conscience, nous empoisonnons tout seul et nous participons à empoisonner en tout cas le collectif. Voilà. Merci beaucoup François. Merci pour ce partage. C'était 1 heure, mais j'ai l'impression qu'on en a fait 2 tellement que c'était riche et intense. Merci pour votre présence. Merci Mélane, merci à tout le monde que je ne vois pas. Ouais. Bah, tu verras tous les commentaires. Il y a beaucoup de réactions dans le commentaire. On est à peu près 150 pendant toute la durée du live. Merci à tous pour votre présence. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec François, tu fais des stages quand on n'est pas confiné. Voilà, quand on n'est pas confiné. Ouais, il lui existait des formations présentielles. Donc oui, de toute façon, les gens peuvent aller sur le site françoisbreton.com ou losynergie.com ou voir sur la chaîne YouTube, hein, tout y est. Et puis il y a effectivement un séminaire en ligne. Il va y avoir très prochainement une formation en ligne de 3 jours en immersion. Vraiment une formation que j'ai vraiment mis du temps, qui est vraiment tournée
comme il n'en existe pas en fait vraiment aujourd'hui, en tout cas dans ce milieu, avec vraiment un côté très professionnel dans le tournage, dans la pratique, dans la progressivité, dans l'immersion. Donc elle sera en ligne en début d'année. Et puis autrement, bah oui, il y a des stages en présentiel normalement l'année prochaine, à partir du mois de mai. Il reste peu de place, mais il en reste encore. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. En tout cas, merci Mélane pour ta présence et ton invitation. Merci à toi François et à très bientôt à tous et un très bon dimanche. À bientôt. Ciao, bisous.